Le 17 août 1943, au-dessus des nuages sombres qui enveloppaient les côtes de la Hollande occupée, le bombardier B-17 Flying Fortress, Lucky Lady, vibrait sous les assauts invisibles du vent d'altitude. Le ronronnement des 4 moteurs, Wright Cyclone, comme un essaim d'abeilles enragées, se mêlait au crachotement du poste radio où la voix du pilote, le capitaine Harold Jenkins, perçait à peine le bruit ambiant. « Garde la tête froide, gamin. C'est ta première mission, mais on rentre tous vivants. » À l'arrière, dans la tourelle inférieure, Douglas Hale, un novice de 19 ans fraîchement sorti de l'entraînement à l'école de mitrailleurs de l'USAF à Pueblo, Colorado, serrait les poignées de ses mitrailleuses Browning M2 de calibre 50. Ses mains gantées de cuir transpiraient malgré le froid mordant qui s'infiltrait par les fissures du fuselage. L'air à 25 000 pieds était raréfié, chargé d'une humidité glacée qui collait à la peau. Dehors, le ciel était un mur gris, ponctué de flocons de neige fondus, qui s'écrasaient contre les vitres blindées de la tourelle. Douglas plissa les yeux, scrutant l'horizon à travers le viseur optique. Il n'avait rejoint l'escadron 303e de bombardement, basé à Molesworth en Angleterre, que 2 semaines plus tôt. Les anciens le regardaient avec un mélange de pitié et d'envie, un gosse du Midwest, élevé sur une ferme près de Des Moines, qui n'avait jamais vu le feu avant de s'engager pour battre les nazis. Son instructeur l'avait surnommé le Bleu, et maintenant, dans cette boule de verre suspendue sous le ventre du B-17, il se sentait minuscule, comme une fourmi dans une tempête. Soudain, un bip strident retentit dans les écouteurs de Douglas. Le bombardier, le lieutenant Frank O'Malley, aboya dans l'intercom « Luftwaffe en approche, Messerschmitt Bf 109 à 2 heures, basse altitude ». Le cœur de Douglas s'emballa. Il pivota la tourelle avec un grincement métallique, ses muscles tendus activant les mécanismes hydrauliques. Le vent hurlait autour de la verrière, et une rafale de pluie balaya le verre, brouillant momentanément sa vue. En bas, à travers les nuages qui se déchiraient, il aperçut les silhouettes élancées des chasseurs allemands, des Bf 109G, avec leurs cockpits étroits et leurs ailes effilées, filant comme des requins affamés vers la formation de bombardiers. La Lucky Lady volait en formation serrée avec 29 autres B-17 du 8e Air Force, un bras de fer massif visant les usines d'avions Focke-Wulf à Schweinfurt. Les moteurs rugissaient en chœur, un grondement qui faisait trembler les cloisons d'aluminium. Douglas ajusta son casque, sentant la sueur couler le long de son dos. Il avait répété 100 fois à l'entraînement, viser les ailes, les moteurs, attendre le bon moment. Mais là, en vrai, le monde se rétrécissait à un tunnel de peur et d'adrénaline. Un éclat de flaque anti-aérienne explosa à proximité, secouant l'avion comme un poing invisible. Des éclats d'obus ricochèrent contre la peau du fuselage. Un cliquetis sinistre qui fit sursauter Douglas. « Feu à volonté !» ordonna le mitrailleur dorsal, un sergent chevronné nommé Riley, sa voix rauque dans l'intercom. Douglas pressa la détente. Les mitrailleuses crachèrent une salve de balles traçantes, des lignes orangées qui zébrèrent le ciel. Le recul fit vibrer la tourelle, et l'odeur âcre de la poudre envahit l'étroit compartiment. Un des Bf 109 vira abruptement, son pilote esquivant de justesse, mais un autre, plus audacieux, plongea droit sur la formation, ses canons de 20 mm MG 151 crépitant. Des impacts frappèrent le B-17 voisin, Thunderbolt, arrachant des morceaux de queue dans une gerbe de métal tordu. Des cris étouffés jaillirent dans l'intercom. « Homme à terre, le radio est touché !» Douglas pivota frénétiquement, son souffle court. Le froid lui engourdissait les doigts, mais il visa à nouveau. Cette fois, ses balles mordirent dans l'aile du chasseur allemand. Une traînée de fumée noire s'éleva et le Bf 109 bascula, son moteur Merlin hurlant en détresse. « Abattu! J'en ai un !» hurla Douglas dans le micro, sa voix brisée par l'excitation. Les autres mitrailleurs acclamèrent, un bref éclat de joie au milieu du chaos. Le pilote Jenkins rit nerveusement. « Pas mal pour un bleu, Hale, mais garde les yeux ouverts, il y en a des dizaines. »
La formation avançait, larguant ses bombes de 500 livres sur les hangars de Schweinfurt. Les explosions au sol, visibles même d'en haut, fleurissaient comme des champignons oranges, accompagnés d'un grondement sourd qui remontait jusqu'aux oreilles des aviateurs. Mais la Luftwaffe ne lâchait pas prise. Des vagues de Focke-Wulf FW-190 déferlèrent, leurs moteurs radio BMW bruyant comme des marteaux-piqueurs. Douglas tirait sans relâche, ses chargeurs de 600 cartouches se vidant à un rythme effréné. Chaque salve était un pari. Être touché ou être touché. Un éclat de flaque traversa la verrière de la tourelle supérieure, blessant le copilote au bras. Du sang gouttait sur les instruments, et l'odeur métallique se mêla à celle du carburant qui fuyait d'une conduite percée. Au milieu de cette furie, Douglas repensa à sa mère, à la lettre qu'il avait écrite la veille. « Ne t'inquiète pas, maman, je serai prudent. » Ironique. Maintenant, avec le ciel rempli de croix gammées et de traînées de mitrailleuses. Un FW-190 passa si près qu'il vit le pilote allemand, un visage pâle sous son casque, les yeux plissés de concentration. Douglas pressa la détente. Les balles ricochèrent sur le blindage, mais forcèrent l'avion à rompre. Le B-17 tangua violemment, évitant une salve qui aurait pu le déchiqueter. Alors que la formation virait pour le retour, le soleil perçant les nuages révéla l'ampleur du carnage. Des bombardiers en flammes plongeaient vers la mer du Nord, leurs équipages sautant en parachute blanc comme des fantômes. Lucky Lady tenait bon, mais les moteurs gémissaient, surchargés. Douglas rechargea ses armes, les mains tremblantes, comptant mentalement ses victoires. 2, peut-être 3. Le sergent Riley l'interpella. « Gamin, t'es en train de faire l'histoire aujourd'hui, mais reste en vie pour la raconter. » Le vent hurlait toujours, et au loin, une nouvelle escadrille de la Luftwaffe se profilait, ombre menaçante contre le ciel assombri. Douglas inspira profondément, prêt à affronter la suite de cette journée qui s'annonçait interminable. Si vous aimez ces récits immersifs de la Seconde Guerre mondiale, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Le vent d'altitude fouettait la verrière de la tourelle inférieure comme un couteau invisible, tandis que la Lucky Lady piquait légèrement pour éviter une rafale de flaques qui illuminait le ciel en éclats orangés. Douglas Hale essuya la buée de son viseur avec sa manche, le cœur battant à tout rompre. Les nuages bas de la mer du Nord se refermaient autour de la formation, un linceul gris qui masquait à peine les traînées de condensation des moteurs ennemis. Au loin, les silhouettes des Focke-Wulf FW-190 émergeaient comme des ombres voraces, leurs ailes trapues et leurs moteurs radio BMW 801 rugissant en chœur. C'était la vague suivante. Une escadrille du JG-2 Richthofen, des as de la Luftwaffe pilotant ses chasseurs lourds, armés de 4 canons MG 151-20 et de 2 mitrailleuses MG 131. Le capitaine Jenkins jura dans l'intercom, sa voix tendue comme un câble d'acier. « Ils nous collent au train. Formation défensive, mitrailleurs, ouvrez le feu !» Le B-17 vibrait sous l'accélération, ses 4 Wright R-1820 Cyclone poussant à fond, mais les FW-190 étaient plus agiles, des prédateurs nés pour déchiqueter les bombardiers lents. Douglas pivota sa tourelle avec un grognement hydraulique, les servomoteurs grinçant contre le froid. Ses doigts, engourdis par le gel, agrippèrent les gâchettes des 2 Browning M2. 50. Imaginez-vous là, coincé dans cette bulle de verre et d'acier, le monde extérieur, un tourbillon de gris et de noir, où chaque seconde pourrait être la dernière. Le premier FW 190 fondit sur le flanc gauche de la formation, ses canons crachotant une averse de projectiles de 20 pieds tête-à-tête qui labourèrent le fuselage d'un B-17 voisin, le Iron Maiden. Des flammes jaillirent d'un moteur et l'avion bascula, larguant ses bombes restantes dans une explosion qui illumina les nuages comme un soleil artificiel. Des cris déchirants saturèrent l'intercom collectif. « Mayday! On est touché! Équipage, sautez !»
parachutes blancs s'épanouirent dans le ciel, minuscules contre l'immensité. Douglas visa, son œil collé au réticule. Le chasseur allemand vira, esquivant une salve du mitrailleur de queue, mais Douglas anticipa le mouvement. Ses mitrailleuses tonnèrent, une ligne de traçante incandescente filant vers l'aile droite de l'ennemi. Les balles de calibre 50 déchirèrent le métal, arrachant des rivets et perforant le réservoir d'essence. Une boule de feu embrasa l'aile et le FW-190 se cabra, son pilote luttant pour le contrôle. « Touché! Il pique !» hurla Douglas, la voix rauque d'adrénaline. Le sergent Riley, depuis la tourelle dorsale, confirma « Beau tir, bleu, c'est ton 4e. » 4e ? Douglas n'avait pas compté, mais chaque abattis était un fil arraché à la toile de la mort. Le chasseur allemand plongea en spirale, une traînée de fumée noire marquant sa chute vers les vagues en contrebas. Mais la joie fut de courte durée. Une salve de flaques allemandes, tirée depuis les batteries côtières de la Hollande, explosa à tribord, envoyant des éclats qui criblèrent la queue de la Lucky Lady. Le mitrailleur de queue, un gamin du Texas nommé Billy, gémit « Je suis touché, la jambe !» Le pilote Jenkins ordonna une manœuvre d'évitement, banquant à gauche dans un virage serré qui fit gémir les ailes du B-17. L'intercom crépita de rapports urgents. Fuite de carburant, instruments endommagés, un moteur qui toussait. Douglas rechargea frénétiquement, ses chargeurs de 600 cartouches claquant dans les culasses. L'odeur de cordite et de métal chaud emplissait sa tourelle. Un cocktail âcre qui lui piquait les yeux. Dehors, le ciel s'ouvrait en un chaos de duels aériens. Des P-47 Thunderbolt de l'escorte américaine, en retard, arrivaient enfin, leurs moteurs Pratt & Whitney rugissant comme des lions enragés. Mais les FW-190 étaient déjà au cœur de la formation, profitant du désordre. Un autre assaillant, un FW-190A8, piloté par un vétéran du front Est, plongea sur la Lucky Lady depuis le haut. Ses canons martelèrent la carlingue, arrachant des plaques d'aluminium près de la tourelle supérieure. Des étincelles jaillirent et le bombardier O'Malley hurla « Douglas, couvre le haut, il va nous finir !» Vous sentez le frisson, n'est-ce pas? Ce moment où le temps ralentit, où chaque battement de cœur compte les secondes. Douglas inclina sa tourelle au maximum, contorsionnant son corps pour viser vers le haut. Le chasseur passa comme une flèche, si près que Douglas vit les insignes de la Luftwaffe sur le fuselage, une croix noire et un numéro de série effacé par la peinture. Ses balles le ratèrent de justesse, ricochant sur le blindage ventral, mais forcèrent l'Allemand à rompre, exposant son ventre à Riley. Le sergent abattit le FW-190 d'une salve précise, l'envoyant en vrille vers la mer. « 5 pour toi indirectement, Hale !» rit Riley, mais sa voix trahissait la fatigue. La formation se dispersait maintenant, les B-17 volant en V irrégulier pour couvrir leur faiblesse. Des explosions de flaques ponctuaient l'air, un feu d'artifice mortel qui faisait trembler les eaux. Douglas tira sur un BF-109 qui surgissait des nuages, ses ailes minces contrastant avec la robustesse des FW. Les traçantes mordirent le cockpit et l'avion explosa en une gerbe de débris, son pilote éjecté dans le vide, un point noir tombant sans parachute. 6. Le compte montait, mais à quel prix? Le radio, le sergent Kowalski, saignait abondamment d'une blessure au torse, son sang tachant les cartes de navigation, alors que le soleil de l'après-midi perçait les nuages, baignant la Seine d'une lumière cruelle, une nouvelle menace apparut, des Junkers Ju-88, des bombardiers bimoteurs avec leurs ailes en flèche et leurs moteurs Jumeau 211, escortés par une escouade de Messerschmitt Bf-110. Ces Erstörer, avec leurs canons de 37 mm lourds, visaient les moteurs des B-17. Jenkins hurla « Ciblez les Erstörer, ils portent le coup fatal !» Douglas pivota, son viseur cadrant un Bf-110 qui approchait par le bas. Le tir fut instinctif, une longue rafale qui pulvérisa le train d'atterrissage et le réservoir. L'avion se disloqua en vol, ses deux moteurs crachant des flammes jumelles. 7. La bataille s'intensifiait, un balai macabre au-dessus de la mer.
Des B-17 tombaient, leurs équipages sauvant ce qu'ils pouvaient, tandis que les Thunderbolts engageaient les Allemands dans des dogfights furieux. Douglas sentait la fatigue peser sur ses épaules, ses bras lourds comme du plomb, mais l'adrénaline le portait. Un éclat de flaque traversa sa verrière, entaillant son épaule gauche. Du sang chaud coula, mais il ignora la douleur rechargeant d'une main. 8, quand il abattit un Ju 88 qui larguait ses bombes trop tôt, les explosifs éclatant inutilement dans les nuages. Le retour vers l'Angleterre s'annonçait long, avec la Luftwaffe harcelant sans relâche. La Lucky Lady boitillait, un moteur à moitié mort, mais tenait. Douglas compta mentalement. 9, 10. Les chiffres dansaient dans sa tête comme des fantômes. Au loin, les côtes anglaises se profilaient, un mirage de salut. Mais une dernière vague d'ennemis se dessinait à l'horizon, plus dense que jamais. Le gamin du Midwest, transformé en machine de guerre, resserra sa prise. La journée n'était pas finie. Les nuages s'amoncelaient comme une muraille impénétrable au-dessus de la mer du Nord, tandis que la Lucky Lady luttait pour maintenir son altitude. Un moteur Wright Cyclone tout sautant spasmodiquement, crachant des volutes de fumée noire qui s'accrochaient à l'aile droite. Douglas Hale, le sang coulant encore de son épaule entaillée, essuya son front en sueur avec le dos de sa main gantée. La douleur pulsait comme un tambour lointain, mais il la repoussa, les yeux rivés sur le viseur de sa tourelle inférieure. L'intercom crépitait d'ordres urgents. Le capitaine Jenkins, la voix éraillée par la fatigue, aboyait des corrections de cap, tandis que le sergent Riley, depuis la tourelle dorsale, rechargeait ses Browning M2 avec des jurons étouffés. Dehors, la dernière vague de la Luftwaffe se matérialisait. Une escadrille mixte de Messerschmitt Bf 109G et de Focke-Wulf FW 190A, au moins une douzaine, filant bas sur l'horizon comme une nuée de corbeaux affamés. Le vent hurlait contre la verrière, un sifflement strident qui se mêlait au grondement des moteurs ennemis, leur BMW 801 radio tonnant comme des tonnerres roulants. Douglas pivota sa tourelle, les hydrauliques grinçant sous l'effort, sentant chaque vibration remonter le long de son échine. Imaginez-vous à sa place, le cœur cognant contre les côtes, l'air glacé piquant les poumons, tandis que les traînées de condensation des Bf-109 zébraient le ciel gris. Ces chasseurs élancés, avec leurs ailes delta et leurs cockpits surélevés, étaient des favoris des as comme Eric Hartmann, rapides et mortels dans les virages serrés. Le premier duo plongea sur la formation dispersée, leurs canons MG 151-20 crachotant des salves qui labourèrent l'air, manquant de justesse un B-17 isolé qui vira trop tard. « Contact à 11 heures, ils visent les traînards !» hurla le mitrailleur de nez, le lieutenant Pete Rossi, sa voix nasillarde saturant l'intercom. La Lucky Lady tangua sous une manœuvre d'évitement, Jenkins poussant les manettes à fond, forçant les 3 moteurs restants à hurler leur désespoir. Douglas visa le leader de la paire, un Bf-109 marqué d'un as de pique sur le fuselage, un signe de victoire pour son pilote. Ses doigts pressèrent les gâchettes, les mitrailleuses. 50 déversèrent une averse de plomb incandescent, les traçantes filant comme des comètes orangées. Les balles mordirent l'empennage du Messerschmitt, arrachant des débris qui tourbillonnèrent dans le sillage. L'avion vacilla. Son pilote, un vétéran barbu, visible un instant dans le cockpit, luttant pour redresser. Mais Douglas ajusta, une seconde salve perforant le radiateur. Une explosion étouffée embrasa le moteur Daimler-Benz DB605 et le Bf-109 piqua en vrille, disparaissant dans les nuages en une traînée de flammes. 11. Le compte s'alourdissait dans l'esprit de Douglas, un rituel sombre qui le maintenait ancré. Mais la riposte fut immédiate. Un FW-190 surgit par le bas, ses 4 canons de 20 mm tonnant contre le ventre de la formation. Des impacts criblèrent la Lucky Lady, un éclat traversant la cloison près de la tourelle de Douglas, envoyant des étincelles qui lui brûlèrent la joue. L'odeur de métal fondu emplit l'étroit compartiment, âcre et suffocante. Tourelle inférieure, riposte, il est sous nous,
ordonna Jenkins, sa voix chevauchant le chaos. Douglas inclina sa tourelle au maximum, contorsionnant son corps douloureux pour cadrer le chasseur. Le FW-190, avec son nez trapu et ses ailes lestées de bombes sous fuselage, remontait comme un loup gris. Vous le voyez, n'est-ce pas? Ce monstre d'acier, si proche que vous distinguez les rivets sur son blindage. Les yeux du pilote plissés derrière sa verrière blindée. Douglas tira. Une rafale instinctive qui pulvérisa le cockpit. Le pilote s'affaissa et l'avion dégringola, heurtant un vague en une explosion qui fit bouillonner l'eau salée. 12, la formation réduite à une quinzaine de B-17 boiteux, volait maintenant en ligne lâche. Les P-47 Thunderbolt de l'escorte américaine, engageant les Allemands dans des dogfights frénétiques au-dessus. Les moteurs Pratt & Whitney des P-47 rugissaient, leurs 8 mitrailleuses, 50 synchronisées crachant la mort en salve coordonnée. Un Thunderbolt abattit un FW-190 d'une passe latérale, mais un Bf-109 riposta, envoyant le chasseur américain en flammes. Des parachutes s'ouvraient çà et là, des points blancs dans le ciel tourmenté, tandis que des cris d'agonie ponctuaient l'intercom collectif. À bord de la Lucky Lady, le chaos régnait. Le radio Kowalski, pâle comme un linge, bandait sa blessure avec des chiffons improvisés, murmurant des prières en polonais. Billy, le mitrailleur de queue, gémissait, sa jambe fracturée gonflée sous le garrot de fortune. Une nouvelle salve de flak, tirée depuis un destroyer allemand invisible en contrebas, illumina les nuages en éclats mortels. Un obus explosa à proximité, secouant le B-17 comme un jouet, et un morceau d'acier traversa la verrière de Riley, le blessant au bras. « Je tiens! Continuez à tirer !» grogna-t-il, sa voix brisée. Douglas rechargea. Ses mains tremblantes glissant sur les chargeurs huilés, l'adrénaline masquant la fatigue qui alourdissait ses paupières. Un trio de Bf-109 attaqua en piqué coordonné, leurs sirènes Jericho hurlant comme des banshees, un son conçu pour glacer le sang. Le premier visait le moteur néreux de la Lucky Lady, ses canons labourant l'aile. Des flammes léchèrent le nacelle et Jenkins hurla « Extincteur! Au malais! Au feu !» Le bombardier O'Malley, le visage noirci de suie, activa les bouteilles de CO2, étouffant l'incendie dans un nuage blanc. Douglas pivota frénétiquement, son viseur capturant le second Bf-109 qui suivait. Les traçantes jaillirent, déchirant l'aile gauche de l'ennemi, faisant éclater le réservoir d'essence dans une boule de feu. 13. Le troisième, plus rusé, passa sous la formation, forçant Douglas à une contorsion acrobatique. Ses balles ricochèrent sur le fuselage, mais endommagèrent le stabilisateur, envoyant le Messerschmitt en tonneau incontrôlé. 14, si Riley confirmait plus tard. Le sergent, haletant, rit d'un rire forcé. « T'es un démon, gamin. Les anciens parlent déjà de toi comme d'un as. » Mais Douglas n'entendait que le bourdonnement dans ses oreilles, le froid qui engourdissait ses orteils, et l'horizon qui s'éclaircissait enfin, les falaises blanches de l'Angleterre, un phare au milieu de l'enfer. Pourtant, la Luftwaffe n'abandonnait pas. Un FW-190 isolé, un survivant du JG-2, surgit des nuages bas, ses moteurs surpuissants le propageant droit sur la queue de la Lucky Lady. Billy, affaibli, ne put tirer. Ses armes étaient enrayées. « Douglas, couvre la queue, il va nous achever !» cria Jenkins. « Vous ressentez la panique, hein? Ce serrement d'estomac quand la mort fond sur vous, inéluctable. » Douglas balaya sa tourelle, alignant le chasseur dans le réticule. La salve fut parfaite. Les 50 perforèrent les 2 dérives verticales, puis le cockpit. L'avion explosa en une gerbe de débris, ses canons tirant une dernière salve erratique qui siffla inoffensivement. 15. La formation franchissait enfin les côtes, les batteries anti-aériennes britanniques crachant un feu nourricier pour couvrir le retour. Mais au loin, une ombre persistait, une escouade résiduelle de Junkers Ju-88, leur silhouette trapue se découpant contre le soleil couchant, prête à une ultime passe. Douglas, épuisé, le sang séché sur son épaule, resserra les poignets. La journée touchait à sa fin.
Mais le compte n'était pas clos. 16, peut-être 17. Le gamin du Midwest, forgé dans le feu du ciel, se préparait à l'assaut final, tandis que la Lucky Lady descendait vers la base de Molesworth, un géant blessé rentrant au port. Les vagues écumantes de la Manche clapotaient en contrebas, un tapis gris agité sous le soleil déclinant qui peignait le ciel d'orange et de pourpre sanglant. La Lucky Lady descendait en spirale contrôlée, ses ailes tremblantes portant les cicatrices de la journée. Des impacts béants dans le fuselage, un moteur muet et fumant, des plaques d'aluminium tordues comme des doigts brisés. Douglas Hale, recroquevillé dans sa tourelle inférieure, sentait le sang séché craqueler sur sa joue entaillée, tandis que l'odeur de cordite et de carburant brûlé imprégnait l'air confiné. Ses mains, calleuses et noircies par la poudre, serraient encore les poignées des Browning M2, comme si lâcher prise signifierait l'abandon total. L'intercom crachotait faiblement maintenant, les voix des survivants épuisées. Le capitaine Jenkins, la gorge rauque, murmurait des corrections d'altitude, et le sergent Riley, bandant son bras blessé, grognait des encouragements sporadiques. Dehors, les côtes anglaises se dressaient comme un rempart bienvenu, les falaises blanches de Douvres se découpant contre l'horizon brumeux. Les batteries anti-aériennes britanniques, des canons QF-3, 7 inches postés le long des promontoires, aboyaient leur soutien, leurs obus filant vers le ciel pour intercepter les intrus. Mais la menace persistait. L'escouade résiduelle de Junkers Ju-88, ces bombardiers bimoteurs aux ailes en flèche et aux moteurs jumeaux 211 vrombissants, émergeaient des nuages bas comme des vautours tardifs. 4 d'entre eux, escortés par 2 Bf-109G égarés, visaient les traînards de la formation américaine, leurs soutes encore chargées de bombes SC-250, prêtes à semer le chaos sur les bases aériennes. Ces Ersterer lourds, avec leurs tourelles dorsales armées de mitrailleuses MG-131 et leurs canons de nez de 20 mm, étaient faits pour les attaques au piquet, impitoyables contre les bombardiers affaiblis. Contact à 7 heures, Ju-88, en approche basse avec escorte, alerta le lieutenant Pete Rossi depuis la tourelle de nez, sa voix nasillarde coupant le bourdonnement des moteurs. La Lucky Lady volait en tête d'une petite escouade de 5 B-17 survivants. Les autres ayant été forcés d'atterrir d'urgence ou disparus dans les abysses de la mer du Nord. Jenkins vira à droite, un banc serré qui fit gémir les longerons d'ailes, forçant Douglas à s'accrocher pour ne pas être projeté contre les parois froides. Le vent d'altitude avait cédé la place à un air plus dense, chargé d'iode salin et de l'odeur lointaine de la terre humide, mais la tension restait un étau autour de la poitrine. Imaginez-vous là, Douglas, le monde extérieur, un kaléidoscope de bleu et de gris, où chaque ombre pourrait cacher la mort, votre souffle synchronisé avec le rythme des vagues en bas. Le premier, Ju-88 plongea, ses volets de piquet déployés, larguant une bombe qui explosa à proximité d'un B-17 isolé, envoyant l'avion en vrille dans une gerbe d'eau et de métal. Les canons du Junkers crépitèrent, une averse de 20 mm qui cribla l'empennage du traînard, arrachant des débris qui tourbillonnèrent comme des confettis macabres. Des cris jaillirent dans l'intercom collectif. On perd de l'altitude, équipage, préparez les parachutes. Douglas pivota sa tourelle avec un effort surhumain, les servomoteurs hydrauliques protestant contre la fatigue accumulée. Son viseur optique captura la silhouette trapue du bombardier allemand, ses 2 moteurs diesel hurlant en surcharge. Les traçantes jaillirent de ses mitrailleuses. 50. Une ligne orangée qui zébra l'air salin. Les balles perforèrent l'aile gauche du Ju-88, touchant un réservoir d'essence qui s'embrasa instantanément. L'avion se cabra, son pilote, un officier de la Luftwaffe, au visage buriné, visible un bref instant, luttant pour le contrôle avant que l'explosion ne l'engloutisse. 16. Le chiffre résonna dans l'esprit de Douglas comme un glas, un pas de plus vers la légende qu'il n'avait pas cherchée, mais l'escorte riposta.
Un BF-109G, agile comme un faucon, surgit du soleil couchant, ses ailes effilées portant les marques du JG-26 Schlageter, ses canons MG-151-20 tonnèrent, une salve qui laboura le flanc de la Lucky Lady, arrachant une antenne radio et envoyant des éclats qui entaillèrent le bras de Billy dans la queue. Le mitrailleur texan hurla, un son primal qui glaça Douglas. « Couvrez la queue, il nous colle !» ordonna Jenkins, poussant les manettes pour un dernier sursaut de vitesse. Le B-17 tangua, ses 3 moteurs restants rugissant comme des bêtes blessées, tandis que l'odeur de caoutchouc brûlé s'infiltrait par les fissures. Un pneu de train d'atterrissage endommagé, peut-être. Douglas contorsionna sa tourelle, ignorant la douleur lancinante dans son épaule, pour aligner le Messerschmitt qui virait pour une seconde passe. Vous le sentez, ce pic d'adrénaline pure où le temps s'étire comme un élastique tendu à rompre, chaque battement de cœur un compte à rebours. La salve fut décisive. Les balles de calibre 50 déchirèrent le fuselage du BF-109, pulvérisant le cockpit et le moteur Daimler-Benz DB-605 dans une explosion synchronisée. L'avion se disloqua en vol, ses débris, un morceau d'hélice, un fragment de verrière, filant comme des shrapnels inoffensifs maintenant. 17. Douglas cligna des yeux, incrédule, tandis que le sergent Riley acclamait dans l'intercom « Incroyable, gamin! 17 confirmés! T'es un putain d'as !» Les autres voix se joignirent, un cœur épuisé de rires nerveux et de sanglots retenus. Mais Douglas ne répondit pas. Il se contenta de fixer l'horizon où les autres Ju-88 rompèrent l'attaque, leurs pilotes sentant le vent tourner avec l'arrivée massive des Spitfire britanniques de la RAF, leur moteur Merlin vrombissant en escorte protectrice. La Lucky Lady traversa enfin la côte, survolant les champs verdoyants du Kent, les villages endormis et les pistes d'atterrissage de Molesworth, qui s'étendaient comme un tapis de béton salvateur. Les roues touchèrent le sol dans un hurlement de frein et de caoutchouc fumant, l'avion cahotant sur la piste criblée de cratères, avant de s'immobiliser dans un nuage de poussière. Les moteurs s'arrêtèrent un à un silence assourdissant succédant au chaos. Douglas émergea de sa tourelle, les jambes flageolantes, aidé par O'Malley qui le traîna vers la sortie. L'air frais de l'Angleterre, chargé d'herbes mouillées et de fuel d'aviation, lui fouetta le visage. Autour, les équipes au sol accouraient, ambulanciers avec leurs brancards, mécaniciens scrutant les dégâts, un officier de renseignement notant déjà les rapports. Jenkins posa une main sur l'épaule de Douglas, son visage barbouillé de sueur et de suie. « T'as sauvé notre peau bleue. 17 abattis en une journée. Les généraux vont en parler pendant des mois. » Mais Douglas, les yeux hantés par les flammes et les chutes, ne sourit pas. Il pensa à ceux qui n'avaient pas rentré, les 23 B-17 perdus de la formation initiale, les équipages engloutis par la mer, les pilotes allemands qui l'avaient envoyé à la mort. Le sergent Kowalski, porté sur une civière, lui fit un signe faible du pouce, tandis que Billy était évacué, sa jambe salvée mais marquée à vie. La base bruissait déjà de rumeurs. Un novice du Midwest, un mitrailleur de tourelle, transformé en héros par le feu du ciel. Pourtant, alors que le soleil se couchait sur les hangars, un messager du quartier général arriva en jeep, un télégramme chiffonné à la main. Les regards se tournèrent vers Jenkins, qui lut à voix haute. Une contre-attaque allemande se préparait pour l'aube, et les survivants comme Douglas seraient rappelés. La guerre ne s'arrêtait pas à une journée, même légendaire. Douglas s'assit sur une caisse de munitions, le poids de ses victoires comme un fardeau invisible, se demandant si le prix en valait la peine, tandis que l'ombre de la nuit enveloppait la base, porteuse de nouveaux fantômes. La nuit enveloppait la base de Molesworth comme un manteau de velours noir, percé seulement par les lueurs vacillantes des projecteurs qui balayaient les pistes d'atterrissage. Douglas Hale, assis sur cette caisse de munitions rouillée, sentait le froid humide de l'Angleterre s'infiltrer dans ses os, un contraste brutal avec la fournaise du ciel qu'il avait quitté quelques heures plus tôt. Le télégramme du quartier général,
froissé dans la main du capitaine Jenkins, flottait encore dans l'air comme une sentence inachevée. Une contre-attaque allemande se profilait pour l'aube, avec des raids sur les ports du sud de l'Angleterre. Les survivants de la mission Schweinfurt, ces ombres épuisées, errant entre les hangars, savaient que la guerre ne leur accordait pas de répit. Douglas frotta son épaule bandée, la plaie superficielle piquant sous le pansement provisoire appliqué par l'infirmier de garde. Autour de lui, les mécaniciens s'affairaient sur la Lucky Lady, leurs lampes torches dansant sur les impacts de balles comme des lucioles affolées, tandis que l'odeur de soudure et d'huile chaude se mêlait à celle du thé fort servi dans des gamelles ébréchées. Un officier de renseignement, un major au visage anguleux nommé Whittaker, s'approcha en boitant légèrement, souvenir d'une mission ratée au-dessus de la rure. « Hale, c'est ça? Le bleu qui a fait des étincelles aujourd'hui ?» Sa voix était sèche, professionnelle, sans la chaleur des acclamations spontanées qui avaient suivi l'atterrissage. Douglas hocha la tête, la gorge nouée par la fatigue. Whittaker l'escorta vers une baraque en tôle ondulée, le quartier des débriefings, où une sténographe notait déjà les rapports des autres équipages. À l'intérieur, l'air était étouffant, chargé de fumée de cigarettes et de café rance. Jenkins et les autres, O'Malley le bombardier, Riley le mitrailleur dorsal, et même Billy, sur une béquille improvisée, s'installèrent autour d'une table couverte de cartes chiffonnées et de photos de reconnaissance. « Racontez-moi tout, du début à la fin », ordonna Whittaker, son crayon grattant le papier comme un insecte affamé. Douglas parla d'une voix monocorde, revivant la journée comme un film en accéléré. Le décollage à l'aube de Molesworth, les 29 B-17 du 303e escadron filant vers l'est sous un ciel plombé, les premiers contacts avec les Bf-109 près des côtes hollandaises. Il décrivit les salves de flak, ces explosions orangées qui secouaient l'air comme des poings divins, et les FW-190 qui fondaient comme des loups, leurs canons de 20 mm déchirant l'aluminium. J'en ai eu un au premier passage, un Bf-109G qui visait notre flanc bas. Les traçantes ont pris son moteur et il a piqué droit dans les nuages. Whittaker hochait la tête, notant les détails. Position, altitude, marques sur les fuselages ennemis. O'Malley intervint pour les bombes larguées sur Schweinfurt, les usines Focke-Wulf en flammes, visibles même à 25 000 pieds, un spectacle pyrotechnique qui avait masqué la perte de 8 bombardiers dans l'allée simple. Mais c'est quand Douglas en vint aux abattis que l'atmosphère changea. Le quatrième, un FW-190A8 du JG2, il est passé sous nous après la flaque côtière. J'ai incliné la tourelle au max et mes 50 l'ont eu au réservoir. Un à un, il déroula le fil, le 5e aidé par Riley, le 6e Bf-109 explosant en plein vol, les 7 et 8 contre les Ju-88 et Bf-110 sur le retour. Whittaker siffla doucement à la mention des Ersterer, ces Bf-110, avec leur canon de 37 mm de BK, qui pouvaient arracher un moteur d'un B-17 comme un fruit mûr. 17 confirmés, dites-vous. Les témoins oculaires des P-47 et des autres équipages corroborent. C'est du jamais vu pour un mitrailleur, surtout un novice. Riley, le bras en écharpe, tapa l'épaule de Douglas. Le gamin a vu le diable en face et l'a envoyé au diable. Mais sous les rires forcés, Douglas sentait le poids. Chaque abattis était un homme, un pilote allemand comme lui, avec une famille quelque part derrière le front. Imaginez-vous là, dans cette baraque exiguë, l'ampoule nue, projetant des ombres longues sur les murs, tandis que les souvenirs affluent comme une marée noire. Douglas revit les visages fugaces, le pilote du FW-190 au 12e abattis, pâle sous son casque, les yeux agrandis par la surprise. Le 15e, ce Bf-109, isolé dont l'explosion avait illuminé la Manche comme un feu d'artifice inversé. Whittaker posa des questions précises sur les tactiques, comment il avait anticipé les piquets des Ju-88, évitant leur tourelle dorsale. Les enrayages évités sur ces Browning, malgré le froid qui gelait les mécanismes. La tourelle inférieure est un piège à rats, Hale. Vous avez transformé ça en forteresse.
Le débriefing s'étira jusqu'à minuit, entrecoupé de pauses pour du whisky médicinal versé dans des tasses ébréchées. Billy, pâle et fiévreux, raconta sa propre terreur à la queue, comment Douglas l'avait couvert quand ses armes avaient lâché. Dehors, la base s'animait déjà pour l'aube promise. Des jeeps ronronnaient sur les pistes, transportant des munitions pour les Spitfire de la RAF stationnés à proximité, tandis que les radars Chain Home balayaient le ciel nocturne à la recherche de signes de la contre-attaque. Douglas, libéré du débriefing, erra vers l'infirmerie, où le sergent Kowalski reposait sur un lit de camp, une transfusion goûtant dans son bras. « Merci, gamin !» murmura le Polonais, ses yeux vitreux. « Sans tes tirs, on serait tous au fond de la mer. » Mais Douglas ne répondit pas. Il s'assit sur le sol froid, la tête entre les mains, revoyant les parachutes allemands qui n'avaient pas eu le temps de s'ouvrir, les B-17 amis en flammes plongeant comme des pierres. 17 victoires, oui, mais 23 pertes pour l'escadron. Des garçons comme lui, du Midwest ou du Texas, avalés par les vagues. Au lever du soleil, un bourdonnement distant rompit le silence. Les moteurs des Heinkel 111 allemands, repérés par les radars, approchaient des côtes du Kent. Jenkins le secoua. « Hale, on redécolle dans 1 heure. Ton tour de tourelle est réservé sur un autre B-17. » Douglas se leva, les jambes lourdes, mais une étincelle persistait dans ses yeux. Pas de l'héroïsme, juste la survie instinctive. Tandis que la sirène hurlait l'alerte, il rejoignit l'armement, rechargeant les chargeurs de 50 sous un ciel qui rosissait, se demandant si cette nouvelle journée effacerait la légende de la précédente ou l'enterrerait sous plus de 100. La guerre, cette machine insatiable, tournait déjà ses rouages, et le novice, forgé dans le feu, s'y engouffrait à nouveau, ombre parmi les ombres. Le ciel au-dessus de Molesworth s'embrasait d'un rose pâle, un voile trompeur de paix qui masquait l'urgence qui pulsait dans les veines de la base. Douglas Hale, les yeux cernés par une nuit sans sommeil, ajustait les sangles de son parachute sur le dos d'un nouveau B-17, le Thunderbird. Un géant d'aluminium encore luisant de son dernier polissage. Les mécaniciens grouillaient autour comme des fourmis affairées. Chargeant les soutes de bombes de 500 livres et vérifiant les circuits des mitrailleuses Browning M2. L'air vibrait du ronronnement des moteurs Wright Cyclone en chauffe, un grondement familier qui faisait trembler le sol de béton craquelé. Douglas grimpa l'échelle escamotable, aidé par un sergent au visage buriné, et se glissa dans la tourelle inférieure. Son domaine confiné où l'odeur de métal huilé et de cuir frais l'accueillit comme un vieil ennemi. L'intercom crépita à vie. La voix du pilote, un major du 303e escadron nommé Ellis, retentit avec une autorité calme. Équipage, briefing rapide. Les Heinkel E-111 approchent des côtes du Kent, larguant des bombes sur les convois. On les intercepte avant qu'ils ne touchent Douvres. Mitrailleurs, restez vigilants, la Luftwaffe pourrait escorter. Douglas serra les poignets de ses 50, sentant le poids rassurant des chargeurs de 600 cartouches. La veille, 17 abattis, un record pour un mitrailleur novice, chuchoté déjà dans les baraques comme une légende naissante, n'avait pas effacé la fatigue qui alourdissait ses membres. Imaginez-vous là, recroquevillé dans cette bulle de verre, le monde extérieur un tourbillon de brume matinale, où chaque ombre au sol pourrait être un objectif ou un piège. Son épaule bandée pulsait sous l'effort, un rappel cuisant des éclats de flaques qui avaient failli le clouer au lit. Le Thunderbird s'éleva dans un rugissement triomphal, rejoignant une formation de 12 B-17 du 8e Air Force, escortés par des P-51 Mustang frais du 4e Fighter Group, leurs moteurs Packard Merlin vrombissant comme des guêpes enragées. Le vol vers le sud-est fut tendu, le ciel chargé de nuages bas qui effilochaient comme de la ouate grise. Douglas scrutait l'horizon à travers son viseur optique, le froid matinal engourdissant ses doigts malgré les gants. Les radars Chain Home avaient repéré les Che 111 à 15 000 pieds,
des bombardiers bimoteurs aux ailes trapues et aux moteurs Jumo 211 diesel, conçus pour les raids de nuit, mais audacieux en plein jour. La mission n'était pas un bombardement massif comme Schweinfurt, mais une frappe préventive, harceler les assaillants avant qu'ils ne sèment la mort sur les ports britanniques. Soudain, un bip strident dans les écouteurs. Contact ennemi à 10 heures, E-111 avec escorte BF 109. Le mitrailleur dorsal, un vétéran nommé Hargrove, confirma d'une voix rauque. Les Che-111 émergeaient des nuages, une escadrille de 8, leurs soutes ouvertes, larguant déjà des bombes SC-500 qui fleurissaient en explosion sur les dunes du Kent en contrebas. Les canons de nez de 20 mm des Allemands crépitaient, visant les Mustangs qui plongeaient en piqué. Douglas pivota sa tourelle, les hydrauliques grinçant comme un avertissement. Le premier, E-111, passa sous la formation, si bas que Douglas vit les bombes se détacher, filant vers un convoi de camions sur la route côtière. Ces 50 tonnerres, une salve qui arrosa l'empennage du Junkers, arrachant des débris qui tourbillonnèrent dans l'air salin. L'avion vacilla, son pilote corrigeant frénétiquement, mais une seconde passe des Mustangs l'acheva, envoyant le bombardier en flammes vers la plage. La bataille s'embrasa en un chaos coordonné. Les BF 109G, au moins 6, surgirent pour protéger leurs charges, leurs moteurs Daimler-Benz DB 605 hurlant dans les virages serrés. Un Mustang abattit un E-111 d'une rafale synchronisée, mais un Messerschmitt riposta, criblant le chasseur américain de 20 mm qui firent exploser son réservoir d'essence. Parachute blanc s'épanouit, minuscule contre le ciel. Douglas visa un BF-109 qui fondait sur le flanc du Thunderbird, ses ailes marquées d'un aigle noir. Les traçantes orangées filèrent, mordant le radiateur de l'ennemi. L'avion allemand se cabra, une traînée de fumée s'élevant avant qu'il ne pique vers la mer. Un de plus. Mais Douglas ne comptait plus. Les chiffres de la veille hantaient assez ses rêves. Ellis ordonna une manœuvre d'enveloppement, les B-17 formant un cercle défensif lâche, tandis que les Mustangs harcelaient les flancs. Un H-111, audacieux, tenta un passage rasant sur la formation, ses mitrailleuses MG-131 crachotant depuis la tourelle ventrale. Des impacts frappèrent le B-17 voisin, arrachant une pièce de queue dans une gerbe d'étincelles. Douglas riposta instinctivement, ses balles perforant le fuselage du Junkers, touchant un moteur qui cracha des flammes jumelles. L'avion se disloqua, ses débris s'écrasant sur les falaises dans une explosion qui fit trembler le sol visible d'en haut. Hargrove acclama « Beau tir, Hale, t'es encore en forme après hier !» Mais la voix de Douglas resta muette. Il rechargeait, les mains mécaniques, ignorant le froid qui piquait ses joues rougies par le vent. Les combats s'espacèrent alors que les survivants allemands rompaient, leur E-111 filant vers le nord-est sous la pression des Mustangs. La formation américaine rentra sans perte, atterrissant à Molesworth sous un soleil timide qui dissipait la brume. Douglas émergea de sa tourelle, les jambes engourdies, accueilli par un comité improvisé, le major Whittaker, un télégraphe à la main et un reporter de l'USAF Stars and Stripes, bloc-notes en main. Hale, votre journée d'hier fait les gros titres à Washington. Le général Eaker veut vous voir pour la Distinguished Service Cross. Les mots sonnaient creux pour Douglas, qui fixait les hangars, où la Lucky Lady était remorquée pour réparation, ses plaies béantes comme des cicatrices ouvertes. Les semaines suivantes brouillèrent en un tourbillon. La médaille arriva lors d'une cérémonie sobre sous la pluie anglaise. Jenkins épinglant la croix sur la poitrine de Douglas devant un parterre de pilotes silencieux. Les journaux parlèrent d'un miracle du Midwest. Un novice qui avait défendu la formation contre la Luftwaffe comme un rempart vivant. Mais les nuits étaient pires, cauchemars de chutes enflammées, de visages allemands figés dans l'éternité. Douglas vola encore 10 missions, abattant 2 autres avions avant une blessure plus grave, un éclat de flaque qui lui transperça la cuisse lors d'un raid sur Berlin en octobre. Évacué vers un hôpital à Cambridge, il y resta jusqu'à la fin de l'année, soigné par des infirmières qui chuchotaient sur le héros de Schweinfurt. Libéré en janvier 1944,
Douglas rentra aux États-Unis, un billet de train pour des moines en poche. La ferme familiale l'accueillit comme un étranger. Sa mère, les yeux humides, serra contre elle ce fils changé, marqué par des cicatrices invisibles plus que visibles. Il essaya de reprendre la vie d'avant, labourer les champs, réparer les clôtures, mais les moteurs lointains des avions de passage le faisaient sursauter, et les feux d'artifice du 4 juillet 1944 le clouaient au sol, revivant les explosions. Le gouvernement l'embaucha comme instructeur à l'école de mitrailleurs de Pueblo, où il forma des bleus comme lui l'avait été, transmettant les leçons du ciel, viser les moteurs, ignorer la peur, survivre. La guerre s'acheva en mai 1945, les cloches sonnant la victoire en Europe. Douglas, désormais sergent-chef, assista à la parade de Times Square par radio, un verre de whisky à la main dans le salon familial, 17 abattis, un record pour un mitrailleur de tourelle immortalisé dans les archives de l'USAF et les mémoires des survivants du 303e. Mais pour lui, c'était un fardeau, un écho des 23 B-17 perdus ce jour-là, des équipages engloutis. Jenkins lui écrivit une lettre. « Tu nous as ramenés, gamin. La Lucky Lady vole encore. » Douglas répondit brièvement, puis rangea la correspondance dans une boîte avec ses médailles. Des décennies plus tard, en 1980, lors d'une réunion des vétérans à Washington, Douglas, cheveux grisonnants et démarche raide, serra la main de fils de pilotes allemands qui l'avaient abattu, un geste de paix tardive. « C'était la guerre », murmura-t-il, les yeux perdus dans le passé. Le novice du Midwest était devenu une ombre tranquille, cultivant son jardin à des moines, racontant parfois l'histoire à ses petits-enfants autour du feu, non comme une gloire, mais comme un avertissement sur le coup du ciel en feu. La tourelle inférieure, cette prison de verre qui l'avait forgée, restait gravée en lui, un silence entre les souvenirs, où le vent hurlait encore faiblement.